Il est 14 h à Tripoli, en Libye. Madame, Messieurs, bonjour. Voici la vitrine de votre journal. Au Tchad, un des 4 leaders de la société civile, Nadio Kaina, condamné le 14 avril à 4 mois de prison avec sursis, juge que les Tchadiens sont désormais prêts pour le changement. La nouvelle chaîne de télévision panafricaine d'information en continu Africa News a lancé officiellement ses activités de son siège à Pointe-Noire. Cette petite sœur d'Euronews a pour ambition d'offrir une information de qualité au monde et par les Africains. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, champion d'Afrique en titre, a été éliminé de la Ligue africaine des clubs champions par le Wydad Athletic Club du Maroc. Les corbeaux congolais seront reversés autour du cadrage de la Coupe de la Confédération. Bienvenue à votre principale édition d'information de la mi-journée sur Canal 7. Diplomatie. En ouverture de ce journal, le ministre algérien des Affaires maghrébines a déclaré lors d'une visite à Tripoli, la capitale libyenne, le souhait du pays de rouvrir le plus tôt possible son ambassade en Libye liée. En effet, par de nombreux aspects, les deux pays connaissent une relation historique. Le compte-rendu est de Judith Coendo. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le vice-premier ministre désigné Ahmed Meitig, le ministre algérien des Affaires maghrébines, Abdelkader Messael, a expliqué vouloir rouvrir le plus tôt possible l'ambassade de l'Algérie en Libye. Comme M. Ahmed l'a dit, je suis le Premier ministre d'un pays voisin, le Premier ministre africain à venir à Tripoli. J'espère que l'Algérie sera le premier pays à rouvrir son ambassade dans ce pays bien-aimé. Nous sommes optimistes parce que vous n'avez pas de choix. Il n'y a pas d'autre choix pour les Libyens que de vous unir et de reconstruire votre État et de reconstruire ses institutions dès que possible. Plusieurs chefs de la diplomatie européenne ont effectué des visites en Libye ces derniers jours, alors que cet exécutif renforce son autorité dans un pays miné par des mois de violence. Un ambassadeur algérien auprès de la Libye sera nommé le plus tôt possible, a indiqué le ministre algérien des Affaires maghrébines, soulignant toutefois que la plupart des ambassades étrangères en Libye avaient fermé à l'été 2014 en raison de violences entre milices rivales. À l'instar d'autres représentations diplomatiques, le bâtiment de l'ambassade d'Algérie avait été la cible d'un attentat à la bombe en janvier 2015 qui avait fait 3 morts, dont un agent de sécurité, et causé des dégâts matériels et aux véhicules stationnés dans la rue. Fin janvier 2016, Alger avait décidé de fermer son espace aérien aux vols en provenance de Tripoli jusqu'à nouvel ordre. Le volet politique de ce journal s'ouvre avec le Tchad et comme annoncé en titre, un des 4 leaders de la société civile Nadio Kaina, condamné le 14 avril dernier à 4 mois de prison avec sursis pour avoir voulu organiser des marches pacifiques en faveur d'une alternance politique, juge que les Tchadiens sont désormais prêts pour le changement. Plus de détails avec Eva Mbala. Libéré à l'issue du premier tour de la présidentielle, après 3 semaines de détention, le porte-parole du mouvement Ligna, en français On est fatigué, se dit constamment filé par la police du régime d'Idriss Déby Itno. À côté de cela, il se dit également pas surpris d'avoir été libéré. Si Déby tente aujourd'hui d'étouffer l'espoir ardent du changement, je crois que le peuple tchadien fera exprimer ses désirs par tous les moyens possibles pour restaurer ce changement. Nous n'accepterons pas un passage en force. Nadio Kaina dit être préparé psychologiquement à tout affronter, car il a déjà été emprisonné 3 semaines en août 2015 en tant que président national des étudiants pour avoir participé au mouvement de protestation concernant le non-paiement des bourses. Depuis notre arrestation, les pressions viennent de partout. Et avec la grève des centrales syndicales, le pays est paralysé. Et les pressions des organisations des droits de l'homme au niveau national, tant bien qu'international, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir est dos au mur. Et pour nous, face à ces pressions, aujourd'hui, ils sont obligés de nous libérer. Et personnellement, je crois que ça ne nous étonne pas. Pour Nadio Kaina, le pétrole a engrangé d'énormes ressources financières au Tchad
et dont les normes auraient dû permettre au pays de décoller économiquement. Direction le Zimbabwe, le chef du parti d'opposition MDC, le Mouvement pour un changement démocratique, Morgan Tsvangirai, est revenu lors d'une conférence de presse sur la manifestation organisée la semaine dernière par son parti contre le président Robert Mugabe, qui est au pouvoir depuis 1980 et qui se disait confiant pour son parti concernant la prochaine élection présidentielle. Retrouvons Eva Mbala. Cette mobilisation, qui est la plus importante qu'a connue le pays depuis près de 10 ans, organisée par Morgan Tsvangirai, chef du parti d'opposition MDC, a rassemblé jeudi dernier plus de 2000 manifestants dans la capitale Harare pour exiger la démission du président Mugabe, 92 ans, et qui dirige le Zimbabwe depuis son indépendance et le départ des colons anglais en 1980. Nous sommes en lutte et cette lutte signifie que nous devons mener un certain nombre d'actions. Ce n'est donc absolument pas un crime que le MDC décide de mener des actions comme moyen de pression. Simon Kaya Moyo, porte-parole du parti au pouvoir, l'Union nationale du Zimbabwe, a déclaré au Herald, un journal détenu par l'État, je cite, « Si l'opposition veut le départ du président, alors ils n'ont qu'à faire campagne et remporter les élections, car c'est ainsi qu'on change le gouvernement dans une démocratie. » Fin de citation. Si nous menions des élections libres et équitables, il n'y a aucun doute que nous les remporterions, comme nous l'avons fait auparavant. Nous sommes donc très confiants, comme par le passé. Lors de la dernière élection présidentielle en 2013, Robert Mugabe et son parti ont largement battu le MDC. Cependant, les États-Unis avaient soupçonné des irrégularités dans un scrutin entaché par des violences et des intimidations. Pour Morgan Tsvangirai, soupçonné d'avoir voulu renverser le président Mugabe, le départ du président donnerait une chance au Zimbabwe de sortir un jour de la crise économique qui ravage le pays. Nous restons en Afrique australe, mais cette fois pour parler de ces manifestations en Afrique du Sud contre le manque d'électricité. Parmi les habitants des townships en périphérie de Johannesburg, beaucoup ont promis de boycotter les élections et de continuer à manifester. Des précisions dans ce reportage de Judith Koendo. Les habitants des quartiers périphériques de Johannesburg sont descendus dans les rues pour manifester leur mécontentement. Ces derniers protestent contre le manque d'électricité dans leur zone. Nous sommes très en colère. Nous n'avons pas d'électricité, nous achetons votre nourriture et notre nourriture est maintenant en train de pourrir dans le réfrigérateur parce qu'on n'a pas d'électricité. Nous essayons donc de négocier avec monsieur le maire pour lui parler de nos problèmes. Il n'est pas venu aujourd'hui, il a juste envoyé une autre personne et on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de monsieur le maire, voilà pourquoi nous sommes en train de manifester. D'autres font aussi état du manque d'eau, une situation insoutenable pour ces habitants. Nous sommes ici parce que nous luttons pour notre liberté et pour l'électricité. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Tout, nous ne l'avons pas. Cabane, maison. Nous avons besoin de cela parce que nous sommes allés voir les conseillers. Ils restent chez eux, ils ne s'occupent pas de nous. Ces populations se disent lassées par des promesses du gouvernement sud-africain. Elles attendent des aides sociales depuis 1994. En mars dernier, Eskom, le fournisseur d'électricité en Afrique du Sud, avait pris l'engagement de résoudre ce problème d'accès à l'électricité en juillet prochain. Pour mieux faire entendre leur voix, les populations promettent d'organiser d'autres manifestations et le boycott des élections à venir. Cap sur le Gabon pour parler d'économie. Placé sous la tutelle du ministère du Budget et des Comptes publics gabonais, le Conseil national de la comptabilité a tenu hier mercredi sa première assemblée plénière. Cet organe devra permettre d'avoir une meilleure cohérence dans la lisibilité des statistiques, prévisions et réalisation des agrégats macroéconomiques de l'État gabonais. Reportage. Experts comptables, hauts fonctionnaires publics et institutionnels ont participé à la première assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité au Gabon. C'est le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics qui a procédé à l'ouverture des dits travaux. Ce conseil devait permettre à nos administrations d'améliorer la présentation, la cohérence et la fiabilité des informations économiques, financières et comptables sur notre pays. Il s'agit là d'une émanation des réformes engagées dans le cadre de la normalisation comptable en zone CEMAC et au niveau des États parties de l'OHADA. Le membre du gouvernement est revenu sur l'une des missions de cet organe. Grâce à cet outil, il sera plus aisé
de parvenir à une meilleure cohérence dans la lisibilité des statistiques, des prévisions et des réalisations des agrégats macroéconomiques, budgétaires et financières de l'État. Par ailleurs, les réformes comptables effectuées au niveau de la comptabilité de l'État pour la rapprocher du système comptable OHADA des entreprises confirment la nécessité de moderniser le secteur public pour l'arrimer aux standards et aux bonnes pratiques de la comptabilité privée. Christian Magnagna a insisté sur la responsabilité des membres du CNC en tant que pionniers de la normalisation comptable au Gabon. Et toujours sur ce volet, la Société d'énergie et d'eau du Gabon et la BGFI ont signé une convention de partenariat. Il est question pour les deux institutions de faciliter le paiement des factures d'électricité et d'eau aux abonnés via BGFI mobile à partir du téléphone portable. Patricia Mouelé et Hervé Aubian pour le compte-rendu. Une première au Gabon et dans le secteur bancaire de la CEMAC. Deux institutions, à savoir la SCG et BGFI Bank, viennent de mettre à la disposition des abonnés une application en ligne pour faciliter le paiement des factures. Nous avons voulu mettre à votre disposition un outil de premier plan. L'une des spécificités que vous remarquerez dans ce type d'application que vous avez disponible, que ce soit sur Apple Store ou sur Google Play, c'est cette facilité à pouvoir aujourd'hui payer ces factures de téléphone post-paid directement au niveau de vos téléphones cellulaires. La facilité que nous vous offrons, ce n'est pas simplement de chaque fois la faire, mais vous pouvez l'enregistrer et recevoir ou même être à même de payer aussi les factures d'autres personnes qui sont déjà préenregistrées. Chaque abonné peut donc recevoir via son téléphone les détails de sa facture. Donc on peut lui envoyer par email le détail de sa facture, l'index précédent, l'index nouveau, le tarif, combien ça. Ça permet à notre client de vérifier qu'effectivement sa facture est juste, qu'il est d'accord pour la payer. Et puis ensuite, il n'a plus qu'un petit clic à faire s'il valide ça. Cette application est accessible à tous. La SCG a insisté pour que ça soit disponible pour tout le monde, en ce sens que le paiement de la facture post-payée est accessible à tout le monde, pas uniquement aux clients BGFI Bank. Et nous voulons insister dessus, et c'était aussi l'une des conditionnalités. Donc, quel que soit le client, qu'il soit bancarisé, non bancarisé, en ayant simplement un compte BGFI mobile, il a la faculté, la possibilité de faire ce paiement à toute heure de la journée. Le lancement de cette application est déjà un succès et des dispositions fiables sont prises par les deux partenaires pour la sécurité et la sûreté des modes de paiement. Direction la partie occidentale du continent pour évoquer l'aspect sécuritaire de ce journal au Mali. Voilà, Patrick Bretous, le commandant de l'opération des forces françaises au Sahel, affirme que les Maliens demandent toujours à ce qu'ils soient là. Le commandant se défend d'effectuer des arrestations sur le territoire malien en réponse à une violente manifestation la veille à Kidal, durant laquelle des installations des forces de l'ONU et françaises ont été attaquées. Armel Jouembogo nous en dit plus. Dans un communiqué lancé en début de semaine, le Comité international de la Croix-Rouge avait indiqué avoir perdu le contact depuis le samedi 16 avril 2016 avec 3 de ses collaborateurs qui étaient en mission à Abéi-Bara, affirmant ignorer les raisons de cet incident sans toutefois clairement parler d'enlèvement et sans préciser leur identité et nationalité. C'est des acteurs humanitaires dont la présence dans ces localités n'avait pour autre objectif que de porter assistance aux populations. Il est important que les populations se rendent compte, ou bien tout le monde se rende compte que le CICR est là pour assister les populations victimes de conflits armés. Sans préciser quel groupe ou communauté les retient, selon les informations du CICR, ces collaborateurs de l'ONU sont détenus dans des conditions acceptables. Et heureusement, nous avons finalement pu avoir la libération d'un de nos collègues. Ils étaient 4, il y en a un qui a été libéré. Et d'après les premières informations que nous a données celui-ci, il y a eu des opérations des forces françaises de Barkhane. Et lors de ces opérations, il semblerait que le guide qui accompagnait le CICR, ou alors qui accompagnait l'équipe du CICR, aurait été arrêté. D'après une source humanitaire distincte, les ravisseurs ont demandé la libération du guide arrêté par Barkhane avant de libérer les otages.
Plusieurs groupes armés, ex-rebelles, mouvements pro-gouvernementaux et djihadistes sont actifs dans le nord du Mali, vaste zone qui était tombée en mars et avril 2012 sous la coupe d'organisations liées à Al-Qaïda, une zone qui échappe encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Armel Jouembogo qui reviendra avec force et précision lors du focus de ce journal pour ce sujet. On se rend cette fois-ci au Soudan du Sud où Riek Machar a de nouveau repoussé son retour à Juba. Le premier vice-président désigné devrait prendre ses fonctions dès son arrivée, étape cruciale de l'accord de paix signé entre l'opposition et le gouvernement du président Salva Kiir. Le point avec Dina Koussou. Même scénario le mardi 19 avril comme le jour précédent. La presse et les officiers l'ont patienté des heures à l'aéroport de Juba, guettant l'arrivée imminente du vice-président sud-soudanais Riek Machar. Alors qu'il n'a toujours pas prêté serment, le premier vice-président désigné devait prendre ses fonctions dès son arrivée. Un déplacement qui marquera une étape cruciale de l'accord de paix signé entre l'opposition et le gouvernement du chef de l'État Salva Kiir. Pour de nombreux analystes, ce retour très attendu au Soudan du Sud demeure un mélange d'espoir et d'appréhension. Mais hier soir, la confusion régnait toujours et les informations étaient contradictoires quant aux raisons de ce nouveau retour manqué. Alors que le camp Machar parle de problèmes logistiques, le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a une autre version. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Information a affirmé que Riek Machar aurait exigé de rentrer avec 200 hommes et un arsenal comprenant des missiles à visée laser et des mitrailleuses lourdes, ce qui contreviendrait aux dispositions prévues par l'accord de paix signé en août 2015. Dans tous les cas, le retour de Riek Machar est censé permettre la mise sur pied d'un gouvernement transitoire d'union nationale devant conduire à des élections dans les 30 mois et à l'application de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Il prévoyait un cessez-le-feu et le partage du pouvoir. Juste à côté, dans le nord, on parle de culture au Soudan. Après avoir fait les belles heures de la scène à Khartoum, le premier girls band du pays, les Rossignols, formés en 1971, rêvent d'une tournée mondiale. Les sœurs Ama, Adia et Hayat Talsam ne désespèrent pas après 45 ans d'existence. Des précisions dans ce reportage de Roland Djakou. Ces trios de sœurs, vêtues toutes de noir et or sur scène à la foire internationale de Khartoum, forment le premier girls band du Soudan, les Rossignols, toujours aussi populaires après 45 ans d'existence. Formés par leur père, ces femmes ont commencé la musique à une époque où la présence féminine sur les scènes du pays était quasi inexistante. Au début, c'était comme un loisir, un vœu, et mon père, que Dieu ait son âme, avait un esprit ouvert. À l'époque, il était difficile pour une femme de chanter et il y avait seulement 2 ou 3 chanteuses sur la scène artistique. À l'époque, les hommes ne pouvaient pas facilement accepter que leurs jeunes filles chantent. La société n'était pas encore habituée à ce genre de choses. Dans les années 70, les sœurs Amal, Hadia et Hayat Talsam étaient connues comme les suprêmes soudanaises en référence au célèbre trio de rythme and blues américain amené par Diana Ross. Jadis, le Soudan avait connu des années vibrantes durant les années 1970, pendant les années 1960 et jusqu'aux années 1970 et 1980. À l'époque du président soudanais Gafar al-Nimeri et même avant, il y avait d'innombrables festivals. Des gens du monde entier se rendaient au Soudan pour assister à ces festivals. Même si elles n'ont encore aucun plan précis pour une tournée mondiale, les Rossignols de Khartoum ne désespèrent pas. Nous espérons pouvoir voyager et même faire une tournée en Europe ou en Amérique. À travers leurs ballades melon pop et éléments de musique traditionnelle, elles sont fières de montrer une autre image de ce pays généralement connu à l'étranger pour ses conflits et ses crises humanitaires. Et comme annoncé à l'entame de ce journal, Roland Djakou nous fait découvrir Africa News, la nouvelle chaîne panafricaine d'information continue. Elle a lancé officiellement ses activités hier mercredi à son siège de Pointe-Noire, c'est au sud du Congo. Cette petite sœur d'Euronews a pour ambition d'offrir une information de qualité pour les Africains, par les Africains au monde entier. Reportage. Après 3 mois et demi d'existence en ligne à travers son site internet, la petite sœur de la chaîne Euronews a commencé sa diffusion ce mercredi après-midi à l'occasion d'un duplex avec le siège d'Euronews à Lyon, au centre-est de la France. Un projet basé sur plusieurs critères. Ce projet qui était basé sur un certain nombre de critères, le premier d'entre eux étant l'indépendance éditoriale et le fait de nous laisser travailler librement.
Le deuxième étant la position géographique du pays, le troisième la fibre, c'était important d'être à côté de la fibre, et le quatrième, la possibilité du pays de nous accueillir de manière importante, notamment par rapport à la construction d'un siège, l'hébergement et aussi nous aider sur tous les aspects administratifs, taxes, douanes, etc. La chaîne Africa News a pour ambition d'offrir une information de qualité, un nouveau point de vue, une nouvelle voix qui va porter haut cette perspective africaine sur l'information et le monde qui mérite d'exister dans le concert des nations. Ce sont des Africains qui racontent leur propre histoire. Ce sont des journalistes professionnels venant de leur propre pays. Ils connaissent mieux les problèmes, ils comprennent mieux les problèmes. Donc, ce qu'ils vous donnent n'est pas biaisé, c'est exact. Dans un premier temps, la chaîne émet en anglais et en français, emploie 70 journalistes, 30 à Pointe-Noire et 40 correspondants sur le continent. Elle est distribuée en Afrique subsaharienne par plusieurs des principaux bouquets satellitaires. La page sportive avant le 7 en plus de ce journal, les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal en Afrique du Sud, qui se joue en Afrique du Sud, voilà, pour cette saison 2016, sont déjà connus. L'Égypte, favorite du tournoi, sera face à la Zambie et le Mozambique face au Maroc. Blanche Bidka pour le point. En remportant leur match de la troisième et dernière journée dans le groupe B face au Maroc, les Égyptiens se sont qualifiés pour la demi-finale, mais ont également terminé en tête du groupe B. Une position de leader durement acquise. Mené en effet 3-2 à 3 minutes de la fin de la rencontre, le Maroc a pourtant tout essayé pour obtenir ne serait-ce qu'une égalisation afin de conserver sa première place. Mais les Pharaons sauront résister à la pression et les risques offensifs de l'équipe marocaine. Dans d'autres matchs du groupe qui opposait au même moment l'Angola à la Libye, les Libyens se sont employés à jouer à fond la petite chance de qualification qui leur restait et qui passait par une large victoire sur l'Angola et une défaite de l'Égypte. Ils ont mené 4-0 mais ont baissé pavillon une fois que le match entre le Maroc et l'Égypte s'était achevé sur une victoire de l'Égypte. Du coup, les Angolais sont revenus à 4-2, rendant l'addition un peu moins salée. Les demi-finales prévues vendredi à l'Ellis Park Indoor Arena, toujours en Afrique du Sud, vont donc opposer le Mozambique au Maroc et l'Égypte à la Zambie. Les vainqueurs de ces deux demi-finales, en plus de se hisser en finale du tournoi, composteront leur billet pour la Coupe du Monde prévue en Colombie au mois de septembre prochain. Et comme annoncé en titre, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, champion d'Afrique en titre, a été éliminé de la Ligue africaine des clubs champions par le Wydad Athletic Club du Maroc. Les Corbeaux congolais seront reversés au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Mamadou Nyanga. Champion d'Afrique en titre, vainqueur de la Super Coupe d'Afrique des clubs, le tout-puissant Mazembe ne défendra pas sa couronne en Ligue africaine des clubs champions édition 2016. Les Corbeaux de Lubumbashi ont été éliminés en huitième de finale par les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. Après la désolution des huitièmes de finale aller, où les partenaires du capitaine Joël Kimwaki avaient perdu sur la marque de 2-0, les joueurs du tout-puissant Mazembe n'ont pu faire que match nul 1 but partout au match retour disputé ce 20 avril à Lubumbashi. Les Congolais tenants du titre ne gagneront donc pas une deuxième fois consécutive la Ligue des clubs champions. Ils seront ainsi reversés en Coupe de la Confédération africaine pour le tour de cadrage. Une consolation pour les protégés du président Moïse Katumbi qui devront toutefois relever leur niveau de jeu pour espérer s'offrir la Coupe d'Afrique de la Confédération africaine édition 2016. Le focus de ce journal nous conduit donc au Mali où l'armée française a promis de se retirer du pays après qu'on leur ait fait la demande. Elle campe donc sur sa position alors que la situation se dégrade et que les populations manifestent contre sa présence dans le pays. Armel Jouembogo nous a rejoint pour analyser en profondeur cette situation. A tout de suite. Armel Jouembogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marielle. Alors peut-être d'entrée de jeu, quelle est la situation qui prévaut actuellement au nord du Mali et précisément à Kidal? C'est comme vous l'avez dit et comme on a suivi un peu dans le reportage, les forces françaises aujourd'hui, notamment Barkhane, ne sont plus totalement les bienvenues. Elles font aujourd'hui l'objet d'accusations, d'arrestations arbitraires de la part de certaines voix qui se sont levées, ça et là, n'est-ce pas, pour crier haut et fort, n'est-ce pas, pour le départ de ces forces françaises. Toutefois, ces dernières
réfute effectivement ces accusations en expliquant que les arrestations sont mises sur des personnes ayant un lien direct avec des groupes djihadistes et salafistes. Et c'est un peu la situation qui prévaut aujourd'hui. Et le commandant, n'est-ce pas, de ces forces a décidé de ne pas plier bagage, de ne pas se laisser influencer par quelques voix qui se lèvent ça et là, tant que le gouvernement déjà malien et puis les gouvernements des pays, des 5 pays de cette zone sahélo-saharienne ne demanderaient pas effectivement leur départ. Alors on voit que les populations manifestent contre la présence de la force française au Mali, mais on aimerait savoir également quelle est la position des autorités maliennes face à ces accusations. Y a-t-il lieu de craindre aujourd'hui le soulèvement massif des groupes armés djihadistes et salafistes? Bon, il faut comprendre que ce ne sont pas toutes les populations du Mali qui se lèvent. Et puis on a même l'impression que ce sont des poches qui ont forcément un lien direct avec les groupes armés, n'est-ce pas, qui tentent de débranler effectivement le système sécuritaire mis en place au Mali. Le gouvernement malien, naturellement, soutient les forces armées parce que il vous souviendra que depuis 2013 que l'armée française est dans cette zone. Effectivement, il y a une certaine stabilité qui s'est installée. Donc, le Mali ne peut pas voir d'un bon oeil, de prime abord, que l'armée française parte. Mais qu'à cela ne tienne, il serait quand même dégradant pour ces forces, effectivement, qu'il y ait des arrestations arbitraires. Si ces arrestations arbitraires s'avéraient réelles, cela va quand même occasionner quelques petits soucis. Mais le risque dont vous parliez, il est toujours là. Il est toujours là. N'oubliez pas que Kidal est quand même le fief, le bastion des islamistes. Donc, on va quand même tenter de s'atteler, n'est-ce pas, à toujours chercher ses poches, à les démanteler. Ce n'est pas demain la veille, mais avec le soutien des autres forces africaines, je pense que cela se fera. Mais il n'est point question que l'armée française plie bagage. Merci Armel Joué pour ces quelques précisions. On espère vous retrouver très bientôt sur ce plateau. C'est donc sur cet échange, chers téléspectateurs, que se referme ce journal. Mais avant, le rappel des principales articulations. Au Tchad, un des 4 leaders de la société civile, Nadjo Kaina, condamné le 14 avril à 4 mois de prison avec sursis, juge que les Tchadiens sont désormais prêts pour le changement. La nouvelle chaîne de télévision panafricaine d'information en continu Africa News a lancé officiellement ses activités de son siège à Pointe-Noire. Cette petite sœur d'Euronews a pour ambition d'offrir une information de qualité au monde et par les Africains. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, champion d'Afrique en titre, a été éliminé de la Ligue africaine des clubs champions par le Wydad Athletic Club du Maroc. Les corbeaux congolais seront reversés autour du cadrage de la Coupe de la Confédération. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur la télévision qui vous donne une autre perception du continent africain.